Donc, le Groenland, on va partir ensemble. Dans le fond, tu sais, ce que je vais essayer de synthétiser un petit peu là, dans les prochaines minutes, c'est trois circuits différents qu'on fait. Donc, un circuit 100% de trek, un circuit qu'on fait à la fois de la randonnée pédestre et du kayak de mer, puis un circuit qu'on fait à la fois 100% de kayak de mer, sans vouloir passer chacun des voyages précisément qu'est-ce qu'on fait. Dans le fond, j'ai une petite présentation qui donne un peu la vibe, qui donne un peu tu sais, l'ambiance finalement de qu'est-ce qu'on va vivre au Groenland. Donc, c'est des photos qui sont prises d'un peu les trois circuits finalement. Fait que je vais essayer de faire ça un peu un 3 en un, puis en gardant toujours un petit peu l'intérêt sur ben, principalement la destination. Donc, on part. Et voilà. Donc, on se retrouve vraiment sur la côte est là, du Groenland. Donc, on n'est pas sur la côte ouest. On est vraiment sur la côte est, donc celle qui fait face à l'Islande, là, finalement, si on regarde à l'est. Et puis, si vous regardez l'écran, nous, au fait, on part de Kulusuk. Donc, tous les circuits qu'on va faire vont partir à partir du village de Kulusuk, qui est où l'avion atterrit. Puis finalement, le grand fjord qu'il y a je dirais, au centre de l'écran, puis où il y a différents noms de campements qui sont indiqués. C'est un peu toute cette grande partie-là, donc entre Kulusuk, puis entre le dernier en haut à droite qui s'appelle Karali. C'est un peu tous ces fjords-là qu'on va explorer. Donc, que ce soit le fjord, tu sais, le voyage 100% de trek ou que ce soit le trek kayak de mer ou juste kayak de mer, en gros, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on explore vraiment toute cette partie du territoire-là, toute cette côte, toute cette partie-là entre Kulusuk puis le glacier de Karélie, qui est plus, je dirais, au nord-est, là, puis en haut de votre écran, en haut à droite. Donc, c'est vraiment tout ce territoire-là qu'on va explorer dans les trois circuits, finalement, qu'on va faire là-bas. Donc, comme je le disais, on arrive à Kulusuk, donc petit village de la côte est du Groenland, maison un peu de toutes sortes de couleurs. Donc, tu sais, c'est un petit village, là, on parle de, tu sais, peut-être un 250, 300 habitants, quelque chose comme ça. Donc, on arrive à l'aéroport et puis de l'aéroport, on marche, puis finalement, on marche quelques minutes, là, c'est une 15-20 minutes pour arriver jusqu'à notre hébergement, puis peut-être un petit peu plus, même disons une demi-heure. J'ai tendance à couper les choses un petit peu, là. Fait que je dirais, on marche une bonne demi-heure pour arriver jusqu'au village. Puis là, on voit justement, on est un peu happé par tu sais, ces belles petites maisons éparpillées un peu partout, toutes sortes de couleurs. Tu sais, moi, je suis originaire des îles de la Madeleine. Puis je dois avouer que parfois, ça ressemble un peu comme les maisons des îles qui sont un peu éparpillées partout avec tu sais, des couleurs qui sont assez visibles et tout ça. Donc, vraiment super jolie, belle petite ambiance qu'il y a dans ce village-là. Et comme tout village groenlandais, c'est vraiment OK que ça se passe. C'est là qu'il y a le plus d'action, que les pêcheurs arrivent, les chasseurs arrivent, que la communauté se retrouve et tout ça. Fait qu'il y a vraiment une belle ambiance quand on passe par là. Donc, on arrive dans le village et tout ça. Puis, l'hébergement qu'on va avoir, ça s'appelle le refuge de l'ours. C'est la petite maison bleue que vous voyez vraiment au milieu de l'écran. Ça, c'est Marie-Josée, donc une des guides qui travaille avec nous depuis belle lurette, on va dire ça comme ça, qui depuis 2016-2017, elle a fait l'achat de cette maison-là. Donc, on est chez Marie-Josée pour vous accueillir au début. Donc, une petite maison, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de poteau électrique alentour de la maison. C'est des maisons qui sont construites sur pilotis directement sur le roc. Donc, c'est un confort tout à fait confortable et rustique. Donc, il n'y a pas il y a pas d'électricité dans la maison. Chauffage, petit moyen de chauffage là, au kérosène qui est là au besoin. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour être confortable, mais c'est quelque chose de rustique. Mais rustique au Groenland, c'est quand même le gros confort. Il faut quand même l'avouer. Donc, on arrive à cette belle maison-là. Puis là, justement, il y a Marie-Josée qu'on voit. Tu sais, pour nous, là, pour l'équipe de Caravani, c'est vraiment notre grand confort au Groenland. Puis tu sais, on vous invite chez nous quand on va au refuge de l'ours. Donc, on a vraiment, c'est là qu'on prépare tout le matériel, comme on peut voir sur cette photo-là, là, tout pour les voyages de kayak. Les kayaks sont là. C'est là qu'on prépare une bonne partie de la nourriture. C'est là qu'est stocké notre équipement. Donc, c'est là qu'on prépare les expéditions. Donc, c'est là qu'on va vous accueillir ben, pour pouvoir partir. Donc,
Comment ça fonctionne dans la maison? C'est qu'au deuxième étage, c'est un dortoir. Donc, il y a les matelas de sol qui sont là, puis on dort là en formule communautaire, allons-y pour cette définition-là. Donc, on dort tout le monde à l'intérieur de cette belle cabane-là pour finalement, et avant toute chose, c'est profiter. Euh, le refuge de l'ours, c'est une petite maison, comme je disais, un peu perchée là, dans la communauté de Kulusuk, dont elle est assez haute. Elle est vraiment à proximité de l'eau, évidemment. Puis, quand on est assis sur le balcon, tantôt, il y avait une photo de Marie-Josée puis deux autres guides. Quand on est assis sur le bord de la maison, vraiment sur le balcon de la maison, si on est attentif, on entend le souffle des baleines. Donc, l'eau est vraiment super proche. Là, cette petite photo-là qu'on voit, c'est littéralement à 4 minutes à pied de la maison que les baleines passent devant nous. Qu'au loin, on est capable de voir des gros icebergs aussi. Donc, ça fait pas 10 heures qu'on est au Groenland que déjà on est complètement ailleurs en termes de paysage, puis en termes de qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, déjà même à partir du village de Koulousou. Mais c'est bien beau Koulousou, là, mais on ne va pas passer de notre vie là quand même. Nous, on va aller découvrir vraiment tout ce qui se cache, tous les paysages et tout ça. Donc, à partir de la maison, c'est là où on met les bagages et tout ça. Souvent, il y a un 4 roues qui vient nous aider des fois. Des fois, il faut ramener les choses au quai. Donc, il y a toujours une gestion de matériel à faire. Donc là, on vous demande de votre aide parce que si vous regardez là, le nombre de sacs, puis les barils, puis tout ça, tu sais, moi, je suis costaud. Là, tu sais, moi, je fais 6 pieds 2. Là, tu sais, je suis un gaillard fort et tout ça. Mais je peux pas faire ça tout seul. Fait qu'on a vraiment besoin de votre aide de ce côté-là. Tu sais, pour transporter les choses, pour amener les choses, soit au quai si on a à partir en bateau, ou amener sur le bord de l'eau si on a à partir en kayak. Donc, il y a vraiment quand même des, tu sais, des tâches qu'on va faire tout le monde ensemble. Dont la magnifique tâche de descendre les bateaux aussi. Là, tu sais. Donc, on veut partir en kayak de mer si on est sur le circuit de solitude glacée qui est 100% kayak. Ben, il faut amener les kayaks sur le bord de l'eau, amener ben, l'équipement aussi. Puis, tu sais, sérieusement, c'est drôle cette photo-là, tout le monde a le sourire. Tu sais, c'est comme, yes, c'est super plaisant et tout ça. Donc, ça nous permet à la fois de se rencontrer, de rencontrer les gens avec qui on va faire le voyage, puis tranquillement, ben, s'imprégner un peu de l'aventure qu'on s'en va vivre tout le monde ensemble. Donc là, on transportait des kayaks de mer, mais pour les gens qui vont partir, exemple, en trek, là, ça va être des transports qui vont être en bateau. Donc, c'est vraiment des petits bateaux. Tu sais, la communauté de Kouloussouk, c'est principalement une communauté de chasseurs. Donc, c'est pas réellement des bateaux de pêche, mais c'est vraiment des petits bateaux qu'ils utilisent encore aujourd'hui pour aller finalement à la chasse. Donc, c'est les petits bateaux qu'on va utiliser. Donc, tout dépendant du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe, ça peut être deux, ça peut être trois bateaux, ça peut être un bateau. C'est vraiment tout dépendant du nombre de personnes qu'on va être. Et puis après ça, sur les bateaux, ben on part. Puis ceux qui sont en kayak, mais ils partent aussi donc en kayak. Donc, à la fois qu'on part en kayak ou si on part en bateau, ce qui va nous jeter par terre en premier, c'est vraiment la présence des icebergs. Il y a des années qu'il y en a un peu plus, il y a des années qu'il y en a un peu moins, mais il y a quelque chose qui est assuré, c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on va être capable d'approcher sans y toucher. Là. Mais tu sais, quand je dis, tu sais, c'est vraiment s'approcher de manière sécuritaire et puis de vivre un peu ces immenses morceaux de glace qu'on voit là. Donc, évidemment, les voyages en kayak nous permettent une certaine proximité, je dirais un peu plus de ce type de paysage-là. En bateau, on passe un petit peu plus vite, mais on arrête quand même pour prendre des photos et tout ça. Mais c'est vraiment ce qui marque vraiment, là, je dirais, les premières minutes de tout départ d'expédition là-bas. Oui, les montagnes, oui, on voit un peu des glaciers au loin, mais je pense que ce qui marque vraiment, c'est vraiment ces icebergs-là qu'on va voir. Donc, en kayak, on a la chance d'être un peu plus en proximité avec eux. Donc là, c'est un immense iceberg tabulaire, celui-là. Donc, c'est des icebergs qui, des fois, ils restent là pendant plusieurs années. Hein. C'est pas des icebergs qui disparaissent comme ça. Des fois, ça peut rester dans la même baie pendant plusieurs années avant que ça disparaisse. Donc, c'est toujours drôle à voir, de les revoir peut-être d'année en année. Ben, c'est toujours drôle un peu. Donc, en kayak de mer, si j'avais à décrire un peu
comment on progresse sur le territoire, c'est vraiment avec des kayaks doubles qu'on va progresser. Donc, la majorité de l'équipement qu'on va transporter va être à l'intérieur de kayaks dans des sacs au sec, évidemment. Et puis, en termes de déplacement, tu sais, dans une journée de kayak, on va faire à peu près je dirais un 4 à 6 heures environ d'activité, tout dépendant. Là. Il y a quand même une bonne diversité de campements. Il y a beaucoup d'options A, B, C qu'on peut avoir dans une même journée si jamais les conditions, tu sais, le vent se lève ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment quand même bien moyen de s'adapter. On parle généralement de, c'est ça, 4 à 6 heures d'activité qu'on va faire. Donc, on ne parle pas de kilométrage nécessairement, mais plus en termes d'heures dans ces cas-là. On fournit aussi, là, tu sais, si vous avez vu la photo auparavant, on fournit, Adrien, s'il vous plaît. Donc, la photo auparavant, là, on fournit les dry suits aussi. Donc, tu sais, si jamais on a à être en contact avec l'eau pour quelques raisons accidentelles qui se passeraient, ben, on est vraiment bien protégé là, pour faire face à ces éléments-là. Donc, c'est des dry suits qu'on a déjà au Groenland, là, qui sont déjà là-bas. Donc, on en a en masse pour plusieurs personnes. En fait, pour tout le monde dans un groupe. Mais je pense qu'on peut clairement avoir deux groupes qui font du kayak. Tu sais, donc, je pense qu'on a 24-25 dry suits là, en haut là-bas. Fait qu'on est vraiment équipé pour tout ce qui concerne la sécurité en kayak de mer. Donc, kayak, vraiment, les icebergs, c'est vraiment quelque chose qui nous frappe, qui nous happe et tout ça. Puis je pense que la deuxième chose une autre des beautés, ben, c'est tous les campements qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est le premier campement qu'on a pour les deux circuits qu'il y a du kayak de mer. Donc, ça, c'est le campement de Dan Beach qu'on appelle. Donc, le campement, il est de cette façon-là. Donc, il y a une grosse tente, un dôme au milieu qui nous sert de tente de cuisine. Donc, les guides vont cuisiner à l'intérieur. Il va y avoir petite table. Il va y avoir des chaises qui vont être là pour pouvoir s'asseoir. C'est des chaises de camping, là. Tu sais, c'est vraiment des petites chaises, mais tout à fait confortables. On va pouvoir manger à l'intérieur aussi des tentes s'il fait moins beau, s'il fait un petit peu plus froid. Mais l'organisation d'un campement, ça ressemble à peu près à ça. Donc, on essaie quand même tu sais, d'être en proximité quand même. Puis évidemment, le guide va vous donner plein de choses sur où est l'eau potable, tu sais, comment aller à la toilette et tout ça. C'est toutes des choses qu'on va vous expliquer sur place. Ce qui est le fun de ce campement-là, c'est que l'eau, tu sais, le ruisseau passe littéralement à nos pieds. Donc, c'est super plaisant. Donc, c'est des campements qui sont à la fois un peu sur la roche, à la fois un peu tu sais, sur de la petite végétation et tout ça. Il n'y a pas d'arbres, évidemment au Groenland. Donc, on est vraiment dans des paysages de toundra. Donc, ça, c'est un autre campement qu'on va avoir qui peut être aussi utilisé principalement en kayak de mer. Euh, donc, tu sais, je veux dire, le paysage, tu sais, c'est les grosses montagnes, c'est les fjords, c'est l'eau, c'est les neiges qu'on voit, c'est les glaciers qu'on va voir au loin. Particularité de ce campement-là qui s'appelle Noradjik, c'est que, il y a des maisons traditionnelles inuit, au fait, qui sont vraiment à proximité de nous. Là. On ne dort pas dessus, évidemment, mais ils sont vraiment à proximité. Donc, il y a vraiment possibilité de voir un peu tout l'héritage de la culture des Inuits du Groenland, donc qui sont là depuis plusieurs centaines d'années, tout ça. Donc, malgré le fait que le temps avance et les modes de vie se transforment et tout ça, on a quand même un accès à tout l'héritage un peu historique aussi de la communauté. Donc, c'est toujours plaisant de voir un peu ces maisons traditionnelles-là, comment ils pouvaient vivre aussi à l'intérieur de ça. Donc, c'est le fun. C'est presque sur le campement qu'on peut voir ça. Quand je dis campement, là, c'est une petite photo avec ma famille. Là, j'ai amené justement Adrien et Anaïs qui m'accompagnent ce soir pour cette présentation. Donc, sur le campement, ben, il y a des tâches aussi qui, tu sais, nous, on aime beaucoup ça, les guides, quand vous pouvez nous aider. Tu sais, évidemment, une grosse tente d'ombre, ben, ça prend plusieurs personnes pour pouvoir la monter. Donc, on a besoin d'un coup de main pour monter tout ça. Donc, il y a un petit travail d'équipe à faire par rapport à ça. Mais après ça, je dirais l'autre travail qu'on aime que ce soit partagé, c'est le montage des tentes de tout le monde.
Après ça, pour la nourriture, principalement, ça va être le guide qui va s'occuper de ça. C'est des tâches un peu plus délicates avec des réchauds, avec tu sais, du gaz, du nafta, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un petit peu plus délicat. Généralement, c'est pas mal toujours le guide qui va prendre en charge cette partie-là. Mais après ça, tu sais, pour la vaisselle, là, tu sais, c'est fou comment on aime ça, tu sais, avoir un coup de main tu sais, pour la vaisselle. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Euh, donc voilà, donc ça ressemble un petit peu à ça là, tu sais, au niveau des tâches qu'il pourrait y avoir sur le campement. Mais je pense personnellement que la plus belle tâche qu'on doit donner à nos voyageurs qui sont avec nous, c'est la tâche de profiter du moment présent, profiter des paysages, prendre le temps d'observer, de regarder, d'écouter, de sentir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur. Si j'avais à dire, là, qu'est-ce que je veux que tu sais, comme expérience que les voyageurs vivent avec moi, mais c'est justement ça, qu'ils soient capables de se plonger, de s'immerger, tu sais, d'avoir une immersion complète dans la nature du Groenland. Donc, pour moi, ça veut dire utiliser pleinement ses sens. C'est écouter, c'est sentir, c'est observer, c'est toucher. Donc, puis pour ça, ben, ça prend du temps. Donc, tu sais, c'est super important pour moi, justement, de pouvoir, tu sais, oui, tu sais, je parlais un peu des tâches tantôt, puis tout ça, mais tu sais, pour de vrai, l'essentiel des voyages qu'on fait au Groenland, c'est surtout d'avoir un bon temps de qualité, profiter de la belle météo quand elle est là, profiter de la mauvaise météo aussi quand ça arrive, quand il y a une journée de pluie et tout ça. On voit la nature autrement aussi. Donc, la nature est toujours belle, finalement. C'est juste les yeux de la personne qui regarde cette nature-là qui va la juger. Mais bref, finalement, je pense que c'est ça. T'es vraiment bien vivre cette expérience-là. Euh, campement, il y a toujours possibilité, presque à tous les campements, tu sais, de faire une petite marche aux alentours, de profiter. Puis, tu sais, là, ça sensibilise déjà un petit peu les gens à, tu sais, tu sais, les gens qui vont faire plus du trek là-bas, tu sais, soit le trek 100% trek ou soit le 50-50 kayak et trek. Tu sais, il n'y a pas réellement de sentiers au Groenland. Il y a des, tu sais, je dirais qu'il y a des sentiers qui, d'année en année, vu qu'il y a des gens qui repassent aux mêmes endroits, puis, tu sais, comme marcheur, on a toujours une ligne de désir. Hein. Il y a quelque chose qui nous amène souvent vers à passer de cette façon-là, sur cette petite crête-là et tout ça, des choses comme ça. Donc, il y a des petits sentiers qui commencent à naître de façon aléatoire, je dirais, de cette façon-là. Mais majoritairement, on ne peut pas dire qu'on est en sentier. Là. On est vraiment dans du hors-sentier. Puis, tu sais, c'est petite végétation, mais tu sais, on est beaucoup sur des cailloux, beaucoup de petites montées et descentes. Donc, puis on marche principalement là, sur le bord de l'eau là, pour la majorité du temps. Donc, l'ambiance d'un campement, ben, à la fois, on peut manger à l'extérieur comme ça, profiter vraiment de la météo. Tu sais, c'est sûr que s'il fait beau, on va vouloir aller manger à l'extérieur puis être 100% dans le paysage. Donc là, ça vous montre un petit peu les petites chaises qu'on apporte avec nous, tu sais, un petit setup tu sais, pour l'apéro, des choses comme ça. Donc, on essaie de se mettre aux bons endroits, d'avoir des beaux campements qui nous permettent, ben, tu sais, des beaux campements. C'est sûr qu'on a des beaux campements, ça fait tellement d'années qu'on va là, on les connaît tous et tout ça mais vraiment nous permettre des expériences qui permettent ben, c'est ça, de s'immerger dans le paysage puis d'en profiter le plus possible. Donc, à l'intérieur de la tente cuisine, ben, ça ressemble à ça finalement. Donc, là, c'est FX, qui est directeur des opérations actuellement là, chez Caravani, qui faisait un peu des blagues en disant qu'il était multitâche. Là. Il était capable de gérer deux chaudrons, de se boire une petite bière Carlsberg, puis en même temps de faire semblant de regarder la carte pour essayer de trouver où il allait. Donc, mais tu sais, l'ambiance dans une tente, c'est ça. Si on a les réchauds qui fonctionnent. Quand les réchauds fonctionnent, c'est toujours chaud à l'intérieur de la tente. Là, tu sais, fait qu'il y a vraiment une belle petite chaleur. Des fois, tellement qu'on est vraiment obligé d'ouvrir les portes puis de laisser sortir la chaleur et tout ça. Puis ça m'amène justement à vous parler un peu de la température qu'on peut retrouver au Groenland. Euh, Là, tu sais, cette photo-là, tu sais, on marche, on est en T-shirt. Tu sais, de manière générale, là, il va y avoir, tu sais, pendant le jour, la température va être aux alentours de, je sais pas, moi, 7 à 10 degrés, à peu près, quelque chose comme ça. Puis s'il n'y a pas de vent, puis il y a du soleil, on est vraiment très bien. Tu sais, moi, mon garçon, l'année passée,
je pense que presque à toutes les journées de trek qu'on faisait, il les a faites en bedaine. C'est pour dire comment finalement on pouvait être assez confortable quand même là, pour quand on est en activité, puis qu'il y a un bon soleil, puis qu'il n'y a pas de vent, on se porte très bien. Donc, il y a pas. Moi, je n'ai pas encore vécu de température négative au Groenland dans la journée et pendant la nuit. Fait que j'ai pas eu de précipitation de neige. Est-ce que ça peut arriver? Assurément que tout peut se passer là, au Groenland. Je ne suis pas en train de dire que ça ne se passera pas. Mais c'est une météo qui est quand même assez stable au niveau de la température. Ça joue pas mal toujours aux alentours. C'est ça, 7 à 10 degrés. Des fois, oui, ça peut être un petit peu plus frais et tout ça. Mais de manière générale, on est dans ces eaux-là. Donc, oui, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du vent. Quand le beau temps pogne, généralement, il pogne aussi pour assez longtemps. Donc, c'est quand même assez stable. Puis entre le jour et la nuit, il n'y a pas beaucoup de différence. Le gradient de température n'est pas élevé. Au sens que, on ne parle pas d'un soleil de minuit, là, on est tout proche du cercle arctique là, où on est, mais le soleil descend. J'ai pas utilisé ma frontale encore là-bas. Fait que, au niveau de la chaleur, ça descend pas tant que ça durant la nuit. Puis au niveau de la luminosité, à part les derniers circuits, là, vraiment à la fin du mois d'août, où là, tu as un petit peu de nuit qui va commencer à arriver. Sinon, de manière générale, là, ma frontale, je l'amène, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Hein? Ouais, parfait. Ça, je vais en parler en histoire. Tantôt, là, je vais le dire. Tu vas voir, les gens vont trouver ça drôle. Donc, image du trek là, qu'on voyait présentement. Jean-Philippe Bosset, Jean-Philippe qui est guide avec nous, ça a été le premier guide caravanier, je pense, en 2001-2002 à faire le circuit au Groenland. Donc, il est encore avec nous là-bas et tout ça. Encore là, température, il est en short, il met ses belles guêtres, il est en t-shirt, donc ça se passe bien. Il n'y a pas de filet à mouche. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'il va falloir apporter parce que quand on est en mouvement, ça va bien, mais quand on est sur place, des fois, il faut porter un petit filet à mouche, mais je vais vous dire un petit secret. Les mouches au Groenland, c'est pas les mouches qu'on a au Québec, ils n'ont pas la même génétique, ou je ne sais pas c'est quoi là, la patente, là, mais le gène de piquer, c'est pas rendu au Groenland. C'est étonnant, mais c'est comme de la petite mouche noire qu'on pourrait voir, mais étonnamment, elle ne pique pas. Est-ce que je me trompe, Mariana, ou pas? Donc, Mariana, elle vous dirait non, JP, Jean-Philippe, tu te trompes pas, là. Moi, je pense qu'ils ont bien aimé la mexicaine. Mais honnêtement, ça fait 2 fois que je suis allée au Groenland, puis je m'ai préparée, là, je me suis dit, c'est pas vrai, souvent, les moustiques même, là. Puis j'ai jamais utilisé mon filet, je me suis fait piquer, mais très peu. Donc, c'était très tolérable. Puis pour vrai, c'est moi souvent les chasses moustiques, là. C'est comme toutes les moustiques viennent me voir. Puis au Groenland, c'est sûr on a déjà eu quelques campements où il y en avait, mais jamais dérangeant comme j'ai vécu des campements en plein été dans le nord au Québec. Là, ça c'est... Non, Non, c'est vraiment non. Toi, moi, j'ai jamais été piqué, ou à peine, mais en tout cas, à peine, amener un c'est filet ça, à la à mouche quand peine, même, à peine, à peine. à peine. Là, Excellent. Donc là, c'est quelques petites images en trek, un peu pour vous donner un peu l'ambiance à quoi ça peut ressembler. Donc, des fois, dans les fonds de vallée, ben, on va tomber sur des zones un peu plus herbeuses. Donc, il va y avoir des petites traversées de ruisseaux, de zones parfois un petit peu plus humides, mais tu sais, exemple, là, s'il y a des gens parmi vous qui sont allés dans les monts Grou, on n'est pas au même endroit, là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, au Québec, le territoire hors piste qu'on a, c'est particulier, c'est souvent dans des tourbières, dans des choses comme ça. Au Groenland, on est vraiment dans d'autres types, là. C'est vraiment beaucoup plus, comme vous voyez, minéral un peu, là. Tu sais, c'est vraiment beaucoup plus présence de roches, puis il n'y a pas de tourbières ou de choses comme ça, ou très, très peu, là, tu sais.
Ça, c'est un autre campement qu'on va utiliser. Donc, celui-là, ce qui est intéressant de la photo, ben, c'est le genre de conditions où il va y avoir parfois pour les voyages en kayak un peu de restant de banquise qui va rester. Donc, surtout pour tu sais, les premiers voyages au mois de juillet et tout ça. Donc, on va avoir à cheminer un peu dans je dirais pas que c'est un pack de glace, mais tu sais, on s'approche de ça. On a l'impression, quand on regarde la photo, qu'on va se dire comme, mais non, mais il n'y aura pas moyen d'avancer là-dedans, il y a beaucoup trop de glace et tout ça. Mais quand on regarde par en haut, non, non, il y a vraiment, c'est vraiment des blocs isolés, puis il y a vraiment moyen de cheminer à l'intérieur de ça. Donc, c'est extrêmement plaisant, en fait, de cheminer à l'intérieur de ça. C'est très, très calme parce que tu sais, toutes les vagues sont arrêtées par les blocs en périphérie. Donc, il y a vraiment moyen de pouvoir naviguer dans ce restant de banquise-là, dans ce pack de glace-là, de manière très contemplative, très méditative. Un des défis qu'on a pour les voyages de trek, donc pour les voyages de randonnée, c'est les traverses de rivières. Les traverses ben, je dirais pas de rivières, de torrents. Je dirais de torrents, en fait. C'est principalement de l'eau de fonte des glaciers. Donc, je vous laisse imaginer la température que ça a. Sérieusement, ça surprend. Donc, de ces traverses de ruisseaux, de torrents-là, il va en avoir plusieurs. Peu importe là, les deux voyages qu'il y a du trek à l'intérieur, il va falloir se mouiller les pieds pour traverser ça. On va conseiller des fois d'avoir évidemment une paire de sandales ou de souliers spécifiques avec des bas en néoprène pour traverser ces ruisseaux-là. Surtout pour la grande traversée. Peut-être s'il y avait à nommer une rivière là-bas, que ça serait celle-là. Donc, on voit là les personnes dans le fond qui ont presque de l'eau à la taille. C'est quand même assez long à traverser. Ça surprend et tout ça. Ça, c'est toujours une petite période, un beau petit défi à faire, mais ça fait tellement du bien. Tu sais, c'est pas mal à la fin de la journée de marche qu'on va faire ça. Puis, en fait, ça fait vraiment du bien aux jambes. Tu sais, ça fait déjà comme rendu à cette traversée, ça fait au moins 4-5 jours là, qu'on marche, un bon 4 jours au moins. Puis, bref, c'est un petit massage, c'est un petit traitement choc par l'eau, puis tout ça. Donc, ça surprend, mais c'est étonnamment, tout le monde éclate de rire dans ces moments-là. Le guide qui vous accompagne va vous montrer différentes techniques aussi, tout dépendant du niveau de l'eau et du courant qu'il va y avoir. Donc, il y a toutes des stratégies, il y a plein de stratégies différentes qui existent pour être capable de traverser ces zones-là de manière sécuritaire, mais surtout en riant un bon coup. Puis quand on traverse ça, moi, je vais vous dire, là, on traverse pas mal tout le temps à marée basse. OK? Fait que là, on traverse cette rivière-là. Puis là, après ça, on a un grand, grand secteur de bouettes à passer à l'intérieur de ça. Quand on est à marée basse, on glisse, on tombe, on arrive au campement, les fesses pleines de bouettes. Pour certains, mais c'est tout le temps extrêmement drôle, cette partie-là. Donc, c'est la journée rigolote pour moi un petit peu là, de ce circuit-là. Encore là, température, tu sais, j'avais posté ça sur les médias sociaux l'année passée. Tu sais, c'est comme des fois, il fait tellement chaud au Groenland qu'on doit finalement se rafraîchir. Ouais, ça, c'est à marée basse. Donc, il faut se rafraîchir avec des blocs de glace. Donc, l'année passée, elle a fait particulièrement chaud. Puis, j'avais une de mes voyageuses que j'avais surpris en train de se rafraîchir sur un bloc de glace. Puis, ça m'avait vraiment fait beaucoup rire. Donc, tu sais, la photo d'avant, tu sais, quand on est en trek, on marche beaucoup sur le bord de l'eau, mais il y a quelques endroits quand même où on va remonter quelques vallées. On va traverser d'une vallée à une autre, on va passer un col. Donc, on va s'approcher tranquillement. On va voir des glaciers un petit peu plus à proximité. On va voir aussi, et si vous voyagez, si vous avez la chance de voyager avec moi, et je vais vraiment pouvoir vous expliquer aussi tous les processus glaciaires qui sont reliés à ça. J'ai des études en géographie, fait que j'ai une passion à tout ce qui touche la géomorphologie puis tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais partager avec plaisir, à quoi ça ressemble un glacier, puis qu'est-ce que ça laisse comme forme et tout ça par la suite. Donc, j'ai un malin plaisir à expliquer tous ces processus-là. Donc, on passe un petit col, les deux circuits de trek qu'on fait, ils passent par cette section-là. Puis, on a une courte section à faire sur un glacier. Donc, on appelle ça un glacier qui est sec. Donc, quand on parle de glacier sec, ce n'est pas un glacier qui est recouvert de neige. Donc, les dangers reliés au glacier, c'est quand les glaciers sont
enneigé finalement, puis que la neige recouvre les crevasses. Donc, ça demande d'être encordé et tout ça, mais quand le glacier est sec, donc quand c'est purement de la glace, ben, il y a vraiment moyen de voir des dangers, vraiment de très loin, tout ça. Et donc, on a une petite section de glacier à traverser et puis à descendre aussi du glacier. Donc, ça, c'est un peu le front du glacier. Donc, c'est une petite marche qui va durer 20-30 minutes, là, quelque chose comme ça, puis qu'on prend vraiment bien le temps d'observer, de sentir la température, le changement de température, ça, c'est super intéressant. Qu'on passe de la roche au glacier en quelques mètres, la température alentour de nous change, on dirait que c'est pas la même air et tout ça, donc on va prendre le temps d'explorer, de sentir tout ça. Donc, un glacier sec aussi, vous allez voir, c'est un glacier qui est plein de roches, il y a plein de roches partout et tout ça. Donc, on va explorer ça. Tu sais, ça, c'est justement, tu sais, quand le glacier qu'on voit au loin, qu'on a marché dessus, tu sais, on a souvent l'impression que le Groenland, c'est de la roche, un petit peu de verre une fois de temps en temps, mais il y a aussi, tu sais, les fleurs aussi qui sont présentes. Donc, ces tales de fleurs-là sont vraiment présentes, sont hyper jolies, ça amène beaucoup de couleurs, c'est vraiment super le fun. Donc là, on arrive tranquillement un peu à la fin, c'est la fin du circuit de Fjord de l'Est qui mélange à la fois kayak de mer et trek. On approche de la fin de ces circuits-là, donc on est dans le fjord Tasiilaq à ce moment-là. Donc encore là, juste pour vous donner une idée un peu du campement, à quoi ça ressemble. Ça, c'est ça, là, il y avait 2 tentes en dôme à cet endroit-là parce que j'étais avec ma famille et une famille d'amis. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 tentes comme ça. Normalement, il y en a juste une. Donc, et on voit là, si vous voyez dans le milieu de l'écran à droite, là, c'est les triplettes. C'est des aiguilles très, très caractéristiques qu'on va voir. Les gens qui vont faire le trek 100% trek vont remonter dans cette vallée-là pour s'approcher des triplettes, s'approcher de glaciers qui tombent aussi dans cette vallée-là qu'on voit. Donc, donc voilà, pour les gens qui font 100% trek, le gros point plaisant, c'est justement d'aller dans cette vallée-là magnifique, complètement incroyable, où on a l'impression d'être au bout du monde, de se rapprocher des triplettes, de s'approcher des glaciers. C'est assurément dans mon top 3, hein, des choses que je peux faire au Groenland. Il y en a une, c'est clairement aller dans cette vallée-là à pied. C'est du pur bonheur. Donc, encore là, c'est le campement là, tout près des triplettes et tout ça là, qu'on voit au loin, qui sont plus au centre de l'écran maintenant. Et ce fjord Tasiilaq, là, la photo classique, c'est celle-là. C'est le matin, tout juste avant que je vous appelle pour le café, le thé, pour la boisson chaude. Les gens sortent pour aller faire leur petit pipi matinal, des choses comme ça. Puis là, dans ce silence qui nous englobe, qui nous enveloppe, les yeux deviennent gros, gros, gros. Puis quand on regarde le fjord, c'est tranquille, zéro vent, la réflexion parfaite. C'est complètement fou, cette partie-là. Et c'est ça, ça arrive presque toujours, au fait. Je ne sais pas pourquoi l'orientation de ce fjord-là, l'étroitesse aussi, le fait que c'est assez encaissé comme vallée, tout ça, c'est extrêmement calme le matin. Puis, je ne peux pas garantir qu'on va avoir ça tout le temps, mais c'est pas loin d'être un classique là, quand même, là, à avoir dans ce coin-là. Et là, cette belle photo-là, que souvent les gens pensent que le gros danger au Groenland pour la faune, c'est les ours polaires. Tu sais. Mais pour nous, les guides, le grand danger, c'est le renard arctique qui est là, qui me nargue, qui vient de partir assurément. Il était parti avec un bloc de beurre, ou il était parti avec un linge à vaisselle, ou il était parti avec un carton de lait, ou je ne sais plus quoi. Mais ces petits schnappants-là sont présents. Il y a certains campements qui sont plus réputés que d'autres pour ces petites bébites-là. Puis, tu sais, j'adore cette photo-là. Ça démontre tout, à la fois mon amour, le respect que j'ai pour la bête, et à la fois comment cette bête-là est capable de se jouer de moi, puis toujours réussir à mettre les dents en quelque part. Donc,
les ours polaires, assurément, on va en parler. Hein. Donc, il y a toute une question de protection, de comportement à avoir aussi par rapport aux rencontres. Pour éviter ces rencontres-là, vous allez avoir un briefing aussi de sécurité par rapport à ça qui va être fait par votre guide là-bas, évidemment. Et on va toujours traîner une arme à feu avec nous. Donc, sur le campement, en déplacement aussi en trek, le guide va toujours avoir une arme à feu avec lui pour la protection, mais aussi principalement pour l'utiliser comme moyen dissuasif ou comme méthode d'effarouchement principalement. Ça sert à ça, là. Le but, c'est pas de tirer des ours polaires, loin de là. L'idée, c'est justement de faire en sorte que les attaques en cas de pépin n'arrivent pas. Ceci dit, c'est extrêmement rare d'en voir. On est dans une section particulière du Groenland. On est situé entre deux populations d'ours polaires. Donc, c'est un endroit sur à peu près 120 km de long qu'il y a vraiment peu. En fait, ça sépare deux populations d'ours polaires et dans le milieu de ça, il n'y a pas d'ours polaires qui se retrouvent ou extrêmement peu. Donc, on est chanceux, on est dans cette zone-là. Donc, c'est très peu d'ours polaires dans la région. Ça peut arriver, ceci dit, c'est pour ça qu'on amène des moyens avec nous pour faire en sorte que ça se passe bien et on va vous briefer, on va vous donner de l'information aussi pour tout ce qui touche la gestion du campement, quoi faire, etc. Donc, évidemment, on vous accompagne à travers tout ça. Puis, je vous le dis, vous allez descendre de l'avion. Puis, pendant la première heure, vous allez vous poser des questions sur les ours polaires. Puis après ça, on dirait que ça disparaît. Puis au fur et à mesure que le voyage avance, on reste vigilant. Il y a toujours une petite vigilance à avoir, mais ça se fait très bien, ça se gère très bien. Puis il n'y a pas d'inquiétude forte hein, à avoir. Une petite inquiétude qui doit être présente. Il y a de la vigilance à avoir, évidemment, mais ça se fait, ça se gère très, très bien, vous allez voir. Donc là, c'est justement Simon, qui est un grand guide aussi, un immense guide, hein, une légende un peu chez Caravanier, qui a un malin plaisir avec les guides parce que c'est une personne qui a eu un parcours professionnel où il avait eu à utiliser des armes à feu. Et puis, il y a un malin plaisir à nous coacher, les guides aussi, à chaque année, à nous faire notre petit training. Puis, c'est toujours particulier de marcher dans une petite talle de fleurs de coton arctique. Puis de se dire, bon, allez les guides, venez, on va aller s'entraîner pour pratiquer avec les armes à feu et tout ça. Donc, petit clin d'œil à Simon, ce guide extraordinaire qui travaille avec nous depuis des années. Et la photo préférée d'Anaïs, je pense, c'est celle-là. C'est est-ce que c'est possible de se baigner au Groenland? Ben oui, totalement. Parce que l'eau était chaude. Ah ouais. Quand même. Donc l'eau était quand même chaude. OK? Là, on est dans le fjord Tasilac. C'est un fjord qui est peu profond. Donc l'eau est un petit peu plus chaude que les autres endroits. C'est quand même un petit must là, quand même de se saucer les pieds là, au fait, au Groenland et tout ça. Moi, je trouve que l'eau est vraiment fraîche. Mais, écoute, l'année passée, toute ma gang s'était baignée quand même. Puis, tu sais, c'est drôle parce que là, ils sont en train de se baigner. Mais si vous voyez, tu sais, un peu à l'horizon là, de l'eau sur la gauche, on voit un petit iceberg qui est là. Donc, non, clairement, il n'est pas si jaune que ça, l'eau. Euh, Et puis, finalement, un peu pour, tu sais, chaque voyage se termine un peu toujours de la même façon où, bon, ça peut arriver que ça soit différent là, au niveau de la gestion de l'itinéraire, mais de manière générale, notre équipe revient nous chercher. Notre équipe arrive toujours à l'heure. Je ne sais pas, c'est incroyable. On leur dit 1h15, puis ils y arrivent à 1h15. Il y a tout un. Il faut vraiment régler les choses avec l'heure des marées aussi, parce qu'il faut qu'ils viennent nous chercher à marée haute et tout ça. Donc, c'est une équipe qu'on a l'habitude de travailler avec eux autres et tout ça. Donc, tu sais, ils sont hyper professionnels finalement, en fait. Donc, ils viennent nous chercher. Donc, on met les bagages, on a démonté les kayaks si on était en kayak pour pouvoir les monter à l'intérieur du bateau. Bref, on refait de manière générale en fait, tu sais, l'aller-retour, le retour de notre allée, finalement, qu'on avait fait au début. Donc, on revient en bateau jusqu'à Kouloussouk. On revoit les icebergs, on revoit les baleines aussi, majoritairement. Puis oui, le bateau, c'est sûrement la période que vous allez avoir le plus froid, au fait, de tout votre voyage. Ouais, mais votre chauffeur, Il était comment notre chauffeur? il était pas bien habillé.
Non, notre chauffeur n'était pas bien habillé. Donc, il y avait à peine un manteau, pas de tuque. Je me rappelle, ben là, on voit là, cette photo-là, tu vois Anaïs là-dessus, là, avec les petites bottes jaunes et tout ça. On a quasiment, tu sais, on met toutes les couches de vêtements qu'on a sur le dos. Puis on est pendant comme 2 heures, un peu comme les uns à côté des autres, à regarder les icebergs, à regarder les baleines qui sont aux alentours. On s'arrête, évidemment, tu sais, je veux dire, pour les baleines qu'on voit et tout ça. Les gens qui sont en kayak, vous allez sûrement avoir la chance d'en voir de plus de- je dirais pas nécessairement d'en voir de plus près, mais clairement d'être dans un contact totalement différent. Tu sais, on est plus proche de l'eau en kayak, de mer aussi, donc sûrement que les gens qui font du kayak vont avoir des expériences, je dirais, mémorables avec certaines baleines et tout ça. Donc, je terminerai au fait ma présentation avec Guillaume. Guillaume qui est le papa de Justus et de d'autres personnes là-bas. Dans le fond, c'est la famille, c'est le papa, c'est le grand-papa avec lequel on travaille au Groenland. C'est un homme de peu de mots qui parle très peu anglais. C'est un amour. On regarde le sourire, les yeux plissés. On n'a pas beaucoup de contact avec la population locale quand on est au Groenland, mais quand on fait les transferts en bateau, quand on est dans le village de Kulusuk, ben, on a quand même possibilité d'avoir un peu ces échanges-là. C'est en toute simplicité, c'est sans flafla, et c'est souvent avec beaucoup de rire, au fait, qu'on a ces contacts-là. Donc, c'est une de mes photos préférées de Guillaume, le beau sourire qui est là. Donc, qui est finalement un peu le chef là-bas au Groenland. Finalement, c'est lui qui prend les décisions un peu pour les transports, pour ces choses-là. Donc, ça fait évidemment depuis toujours qu'on va au Groenland, qu'on est avec Guillaume et sa famille. Donc, on travaille avec ses garçons, finalement. Donc voilà, c'est avec lui, c'est le grand sage, au fait. C'est l'homme de peu de mots sur qui on peut compter. Et c'est l'homme de peu de mots qui va apparaître si tu as un pépin. En fait, même si tu sais que tu n'as pas un pépin, il va apparaître avant que tu aies un pépin. C'est comme, c'est des gens qui vivent près de la nature. Fait que s'il y a du mauvais temps qui arrive, s'il y a quelque chose qui se passe et tout ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment des gens euh, qui nous accompagnent finalement, qui sont là avec nous, pour nous. Puis qui veut Puis sur nous aussi, ouais, là, c'est... qui veillent sur nous. C'est en plein ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment les gens qui veillent sur nous quand on est sur le terrain, sans qu'on les voie. C'est un peu comme un ours. Tu sais, les ours polaires, souvent, on les voit pas, mais eux nous voient d'avance. Mais c'est exactement la même chose avec les Groenlandais. C'est Mm. comme, ils savent on est où, puis eux autres nous voient, mais nous autres, on les voit pas. Tu sais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, j'aurais tendance à conclure ma présentation là-dessus. J'ai peut-être pas été très, très précis, tu sais, sur les grandes différences entre les trois circuits. Tu sais, je pense que tu sais, le trek, ce qui est la force du trek, c'est, je dirais, les gros points positifs, c'est rentrer justement dans les triplettes. Tu sais, je parlais un peu tu sais, de rentrer dans cette immense vallée-là. Pour moi, c'est le gros highlight de ce voyage-là. Pour le circuit Fjord de l'Est, où il y a une partie en kayak de mer, puis une partie en trek, je trouve que ce circuit-là nous fait apprécier le Groenland dans la totalité de ses paysages. Donc, on est à la fois dans les paysages de montagne, on va aller sur le glacier, etc. Puis à la fois, on va avoir les paysages plus nautiques, plus maritimes, les contacts avec l'eau, contacts avec la baleine, avec les baleines, avec les icebergs et tout ça. Donc, il y a un petit peu plus je dirais pas de diversité, mais on voit là, un portrait un peu plus global. Je pense que je dirais ça de cette façon-là. Puis après ça, le voyage solitude glacée, c'est pour la grande force de ce voyage-là que je trouve, c'est le- Exploration. c'est l'exploration puis le temps. Je ne sais pas comment le Le temps. dire, mais Ouais. tu sais, c'est de donner, on n'est pas pressé pour rien. Tu sais, on a beaucoup de temps pour progresser, pour explorer, pour aller voir, pour que le guide aussi découvre, qu'il aille voir une nouvelle baie, qu'il aille voir un nouveau fjord qu'il n'a pas vu. Tu sais, un guide qui découvre un paysage en même temps que ses voyageurs, là, je peux-tu vous dire qu'il ne sera pas blasé de son voyage? Ça va être une belle motivation pour lui aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est le type glacé, c'est un rythme. C'est le mot que je cherchais, c'est un rythme. On est dans quelque chose
euh, de l'esprit du découvreur un petit peu, de vouloir aller un petit peu plus loin, d'explorer, de se poser des questions. On est vraiment dans ça, puis on est purement dans du nautique, là. Tu sais, ça veut pas dire qu'il y a une journée qu'on ne prendra pas pour aller faire un trek dans une vallée ou des choses comme ça. Mais pour moi, la solitude glacée, c'est vraiment un rythme, le rythme de l'eau, le rythme des marées. On est vraiment, on est dans l'eau. Tu sais, on est vraiment dans cette ambiance-là. Puis il Donc, faut dire aussi que c'était notre premier voyage. Donc, suite à Solitude glacée, on a créé d'autres à cause de la demande, à cause qu'on avait des voyages un peu sur mesure, des fondations ou autres. Mais on est toujours été allé au Groenland avec ce sentiment de pouvoir glisser dans l'eau, aller explorer, d'avoir 11 jours de pur bonheur, de dire on n'est pas pressé, on sait où on veut se rendre, mais il y a tellement d'endroits pour explorer. Puis là, on peut se poser 2 nuits dans le même campement, puis justement, aller avec notre petit soulier, regarder, monter la colline, prendre une photo de notre campement, aller dans... Donc, c'était ça un peu, pour moi, un peu, c'est ça les solitudes glacées. Comme tu sais, d'avoir un rythme différent, avoir les temps, pouvoir se poser 2 nuits dans un campement, d'après bouger les campements, puis aller à un autre endroit pour se poser une autre 2 nuits. Donc, c'est ça la grosse avantage des solitudes glacées.